La réalisation de Shoah a été une longue et difficile bataille. Je voulais filmer, mais je n'avais que le néant. Je suis très tôt que je ne ferai pas ce film sans que les tueurs y figurent aussi. Oh, je pourrais vous répondre en quelques mots. En fait, mon rapport avec Claude Lanzmann est celui que beaucoup partagent, c'est le film Shoah. Ce film que Claude Lanzmann a habité et continue à habiter aujourd'hui. Vraiment, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être que ça aurait été difficile de faire le film Je n'avais que le néant si je l'avais rencontré, parce que le seul rapport que j'ai eu avec Claude Lanzmann directement, c'est les rushs. Et j'ai travaillé mon film à travers les rushs et non pas ce qu'il a été avant et ce qu'il a été après. Donc, vous dire quel est mon rapport avec Claude Lanzmann, finalement, n'a pas vraiment beaucoup d'objet avec mon film parce que moi, ce rapport, c'était simplement le film Shoah. Et ça, c'est mon rapport personnel avec Claude Lanzmann. Avant, après, c'est presque pas l'objet, c'est pas l'objet de mon film. Et moi, je n'ai été animé que par ce film monument, ce film rentré en 2023 effectivement à la mémoire du monde de l'UNESCO. Il y a très peu de films dans la mémoire du monde. Il y a Los Olvidados de Buñuel, les Frères Lumière et Métropolis de Fritz Lang. Donc ça montre quand même à quel point ce film Shoah est important. Et le reste des films de Claude Lanzmann m'ont moins inspiré, non pas qu'ils soient moins bons, mais ils n'ont pas, effectivement, vous avez employé le mot satellite, et ça, c'est pas du tout une histoire de qualité, c'est parce que ces films sont issus du tournage de Shoah. Donc en fait, ils ont une valeur qui est comment dire, supplémentaire. Mais moi, mon rapport direct avec Claude Lanzmann, c'est le film Shoah que j'ai découvert. Moi, je suis né en 1971. Je l'ai découvert plutôt dans les années 90 et pas à la sortie. J'étais trop jeune. Le seul souvenir que j'ai en 1985, j'étais chez mes grands-parents. À l'époque, la télé n'était pas tout le temps en couleur, même encore en 85. Et j'ai vu l'image de Zouromel en caméra cachée et j'ai vu l'écran totalement avec les lignes vidéo. Je crois même m'être dit, mais la télé de mes grands-parents est en train de rendre l'âme, quoi. Et je me souviens vraiment de cette image de cet homme fantomatique, chauve, gros, avec les traits. Et quand je les ai retrouvés dans les rushs, voilà, ça c'était mon rapport. Mon premier rapport avec Shoah, c'était ça. C'était les images de Zoromel avec la caméra cachée. Elle vient au départ d'une lecture qui est donc le lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann, paru en 2009. Et il y a 4 longs chapitres dans ce livre de mémoire où il raconte de l'intérieur, donc, la réalisation, le tournage du film Shoah. Et j'ai appris beaucoup de choses en fait en lisant ça. Je me suis dit, ah, c'est vraiment très intéressant. Mais j'étais en train de faire d'autres choses à ce moment-là, et donc je n'avais même pas l'idée de faire un film. Par contre, j'étais en train de réaliser Vie et destin du livre noir, qui est pas le livre noir du communisme comme vous disiez, mais qui est le livre noir sur l'extermination des Juifs en URSS, rédigé par Ilya Ehrenburg, Vassili Grossman et d'autres collaborateurs. Et là, je faisais des recherches pré-documentaires, parce qu'avant chaque film, avant même de travailler avec des documentalistes, je fais mes propres recherches. J'ai l'habitude de faire ça depuis très très longtemps. Et en fait, j'ai tapé un mot-clé sur le site de l'Holocaust Museum à Washington. Le mot-clé, c'était Einsatzgruppen, parce que c'était l'objet de Vie et destin du livre noir. Et une des premières occurrences qui est sortie, c'est Claude Lanzmann, Einsatzgruppen, Heinz Schubert. Et je me demandais ce que c'était. J'ai cliqué sur le lien et là sont apparues les bobines de l'entretien avec Hans Schubert qu'on retrouve dans mon film d'ailleurs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est des images inconnues de Shoah. Pourquoi c'est là? Et en fait, après, en cliquant sur d'autres liens dans la collection Claude Lanzmann, j'ai découvert que les 220 heures de rush étaient là, à disposition. J'ai même cru à une erreur, pour tout vous dire. J'ai cru, vous savez, quand on met des choses en réseau, des fois, on ne veut pas partager, mais on partage par maladresse. Donc là, d'une manière complètement compulsive, j'ai téléchargé tous les 220 heures sur mon ordinateur parce que instantanément, je me suis dit, oh, il y a les mots, le texte du livre de Patagonie, et là, j'ai des images. J'étais pas sûr de quoi que ce soit, mais j'étais sûr que la réunion des deux, c'est une idée assez simple finalement, pouvait faire un bon film. Voilà, un texte et la découverte, mais totalement inopinée des rushs. D'ailleurs,
j'engage à tous les gens qui verront cette vidéo d'aller sur le site de Holocaust Museum parce que c'est toujours en ligne. Vous avez accès, comme moi j'ai eu accès. Je pensais être un privilégié quand je les ai découverts. En fait, non. Je les ai juste consultés. Voilà l'idée de ce film. Et c'est la réunion de texte et d'images. En fait, c'est un film qui est effectivement un film de montage, mais un film qui est très écrit en amont. Parce que il ne suffit pas d'avoir les mémoires de Claude Lanzmann pour en faire le texte d'un film. Je précise, et c'est très important, que tout le texte du film, ce ne sont que les mots de Claude Lanzmann. Moi, je n'ai opéré que quelques petites béquilles entre deux phrases pour qu'elles puissent être articulées correctement à l'oral, parce que lorsqu'on vient d'un texte écrit, il faut aussi passer à l'oral, mais je n'ai pas inventé de situation, je n'ai pas inventé de mots, je n'ai absolument rien inventé. Et je précise également que j'ai utilisé d'autres sources, c'est dit d'ailleurs au début du film, parce que j'ai eu la possibilité de consulter les archives personnelles et professionnelles du moment de Shoah. Ça, c'est Dominique Lanzmann qui m'a autorisé à faire ça. Et comme c'est un film du temps de l'écrit, il y avait beaucoup de choses que j'ai pu découvrir. Donc, j'ai pu prendre des choses. Par exemple, dans le film, dans la voix du film, il y a des extraits de la demande d'avance sur recette au CNC faite par Claude Lanzmann, parce qu'il doit justifier quel est son film. Donc, il dit beaucoup de choses dans la note d'intention. On dit beaucoup de choses. Pourquoi on fait un film? Donc, j'ai utilisé tout ça. Et donc, j'ai commencé à voir comment je pouvais articuler un scénario écrit, comment je pouvais aller vers ça, parce que j'avais déjà la conviction que les images étaient là. Je ne savais pas comment elles allaient fonctionner avec les mots, mais je savais que les images étaient là. Et pour un film de montage, j'avais un énorme avantage, c'est que toutes les images sont bonnes. Même celles qui semblent ratées, bon, moi ça fait le cœur de mon film aussi, les accidents de tournage, etc. Mais William Luchonsky était un très grand chef opérateur, donc l'image était, il y en a eu d'autres, il y en a eu deux autres, hein, mais William Luchonsky était le chef op principal, on va dire. Donc à chaque fois, le niveau de cadrage, le niveau de mouvement de caméra était excellent, et ça m'a aussi libéré parce que souvent quand on fait des films d'archives, on a plusieurs sources et on n'est jamais sûr que les images ensemble vont fonctionner. Là, je savais qu'une image, si elle était bien construite sur le plan scénaristique et ensuite bien construite en salle de montage, là, avec Svetlana Venblatt, la monteuse du film, avec qui je travaille depuis 3 films et à qui je dois beaucoup, euh, je savais que le film allait avoir une tenue parce que un bon texte, des bonnes images. Mais moi, j'ai commencé par le texte et j'ai commencé à articuler tout ça parce que vous savez, quand on écrit un scénario et qu'on vient de l'écrit, en fait, il y a quelque chose à laquelle on est confronté assez rapidement, c'est que les images parlent. Les images nous disent des choses. Donc, le scénario, on le dégraisse à un moment. On dégraisse le texte et on arrive à choisir des choses en écho avec les images. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Scénario, connaissance parfaite des rushs. J'ai dérushé, pré-dérushé pendant 3 mois, seul chez moi, sans monteuse parce que la somme était vraiment trop grande et on ne pouvait pas passer, parce que c'est très long le dérochage. 220 heures, c'est pas juste 220 heures, c'est 220 heures fois 2, fois 3, fois 4, hein, parce que je prenais des notes, des codes couleurs, des mots-clés, parce que je savais que je n'aurais pas le temps après de revenir et d'avoir tout en tête. Donc j'ai tout déroché. Par exemple, je vous donne un exemple bête. Vraiment, un zoom avant sur un visage et des yeux, je mettais un marqueur sur ma timeline dans Final Cut, j'utilise Final Cut, et je mettais zoom avant, ZAV, yeux, Schrebnik. Comme ça, je savais qu'en tapant les mots-clés, donc je pouvais revenir, j'avais la matière, donc moi, je pouvais me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire quel va être l'arc dramaturgique, le scénario, quels vont être les intervenants, etc. Voilà comment j'ai travaillé et j'ai douté au départ de est-ce que les rushs vont suffire pour expliquer cette histoire? Parce que vous l'avez dit, il y a eu d'autres films, mais moi, je ne parle que du tournage parce que pour moi, les rushs, c'est pour ça que mon film n'est pas un making-of, parce que ce sont les images du tournage. Il y a d'autres films, celui que vous citiez, utilise les images comme une illustration. Moi, mon film, ce sont des rushs qui racontent. Ce n'est pas une source externe, parce que making-of, souvent, c'est quelqu'un a filmé en dehors et on ajoute ces images pour voir le réalisateur, etc. Là, non, c'est l'action filmée pour la réalisation de Shoah. Donc voilà comment j'ai travaillé et je me suis dit à un moment, j'étais certain que ça fonctionnait parce que j'avais fait
un pré-montage en mettant des blocs comme ça, juste pour voir l'enchaînement des images. Et je me disais, waouh, on passe d'un endroit à l'autre, on est sur une route, on est dans une forêt. Donc j'avais vraiment l'impression que tout fonctionnait sur le plan plastique, esthétique, mais pas scénaristique tout à fait, parce que ça c'est plus compliqué, il y a l'écriture du montage ensuite. Mais voilà, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai tout ce qu'il faut, mais il y a un enjeu très fort, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce matériau sublime. Oui, alors Claude Lanzmann est absolument crève l'écran. C'est un Claude Lanzmann qui a vraiment une présence magnétique. Il habitait déjà Shoah, mais là, il est l'acteur principal quasiment parce que c'est un film en cours de réalisation. Et c'est ça, c'est quand j'ai vu que les rushs me permettaient de raconter ce film quasiment au présent du tournage. Vous avez parlé à plusieurs reprises du montage, mais j'insiste, mon film ne parle pas du montage parce que les rushs ne peuvent pas raconter le montage en soi. Et c'est Ouais. quand j'ai compris ça, les bornes chronologiques, je me suis dit, oui, je peux y aller. C'est-à-dire, 1973, l'idée n'est pas de moi, je ne savais pas quoi faire. Et 1978, 1980 pour le dernier tournage, c'est 1978, mais il y a eu quelques tournages supplémentaires pour des images pour alimenter le montage. On ne parle, Shoah n'est pas Shoah, et Claude Lanzmann n'est pas le Claude Lanzmann que tout le monde connaît. C'est ça, je pense aussi, que mon film dévoile. C'est un homme qui doute, c'est un homme qui avance, c'est un homme qui a une certitude, c'est un homme qui fait du cinéma. Parce que mon film, je crois, est un film sur le cinéma avant tout, même si le sujet de la Shoah est toujours présent du début à la fin, mais c'est un film sur le cinéma et c'est un film sur le doute. Quand je vous disais que c'est un Claude Lanzmann qu'on ne connaissait peut-être pas ainsi, c'est que lorsque Shoah est sorti, quelque chose a changé dans sa vie. J'ai lu une lettre qu'il a écrite à quelqu'un, il dit, je ne maîtrise plus ma vie. Oui, parce qu'ensuite, tout le monde s'est emparé de Shoah. Les universitaires, les cinéastes, les spectateurs, les politiques, absolument tout le monde. Claude Lanzmann, finalement, après, a travaillé à faire connaître son film, à l'accompagner, et les autres aussi ont fait ça. Là, le Lanzmann que je monte, le Claude Lanzmann que je monte, c'est un Claude Lanzmann qui va par épiphanie successive. C'est-à-dire qu'au début, il dit, je ne sais rien, l'idée n'est même pas de moi. Vous vous rendez compte? Claude Lanzmann qui dit ça. Ensuite, il se rend compte que le sujet de son film, c'est la mort, la radicalité de la mort. Et au moment, ce sont les premiers mots du film, hein, ce que je suis en train de vous dire, il dit, je voulais filmer, mais je n'avais que le néant. C'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre à mon film, c'est que comment faire œuvre, comment faire mémoire, vérité, mémorial historique avec le néant. Le néant, c'est des lieux désertiques, des lieux rasés, des forêts, des routes, des voisins. Et c'est pour ça qu'il a tâtonné. C'est pour ça, je vais vous donner un petit exemple. Shoah a été tourné avec une seule caméra. Il n'y a pas de possibilité de faire champ contre champ, par exemple. Ce qui est tout à fait la norme quand on fait un documentaire, un film, on a toujours deux caméras pour pouvoir capter les échanges. Là, il n'y a pas ça. Par contre, c'est ce que j'ai découvert dans les rushs, et ça, c'est une des choses qui m'a permis aussi de me dire qu'il était possible d'incarner, parce que c'est très important d'incarner, vous le savez, à l'écran un personnage, une personne. Et en l'occurrence, à la fin de chaque interview, à l'époque, c'était du 16 mm en bobine, analogique, et il y avait à la dernière bobine toute une série de contre-champs muets, la plupart du temps, faits par le chef opérateur, parce que je suppose, ça je ne peux que le supposer, qu'à l'époque, personne ne savait ce qu'allait être le film Shoah. Donc le chef-op, William Louchansky, a dû lui dire, parce que c'était un grand professionnel, tu sais, il faut quand même faire des contre-champs sur toi. Claude Lanzmann ne les a pas utilisés, ça c'était sa construction, ensuite au montage, sa construction personnelle du film Shoah, mais heureusement pour moi et heureusement pour mon film, ces contre-champs existaient et on les voit souvent dans le film quand on voit Claude Lanzmann écouter les témoins ou les nazis. Oui, bah, merci beaucoup d'avoir compris ça parce qu'en fait, oui, c'est un film qui a qu'on pourrait qualifier de road movie parce qu'on avance du début à la fin. On est dans la conception du film, donc on avance. Il y a souvent des routes parce que c'est une des grammaires du travail de Claude Lanzmann, mais il y a aussi cette dimension d'enquête policière parce que pour obtenir la vérité, parfois Lanzmann le dit dans le film, et j'adore ce moment-là.
il essaye à plusieurs reprises assez naïvement de dire je m'appelle Claude Lanzmann, je suis juif, j'enquête sur l'extermination des juifs, est-ce que vous pouvez me répondre? Évidemment, aucun nazi ne souhaite lui répondre. À partir de ce moment-là, il dit une phrase qui est dans le film, c'est il fallait apprendre à tromper les trompeurs. Et à ce moment-là, il prend une autre identité, il crée un centre d'histoire fictif, etc. Il a même un faux passeport et il a effectivement cette révolution technologique qui est la paluche. On peut peut-être en dire un mot parce que les gens, la paluche, on sait que c'est une main, Bien sûr. c'est en argot, mais tout est là. C'est que c'est une petite caméra cylindrique de 20-30 cm qui se tient dans la main, justement, et lui l'a caché dans un sac avec différents artifices pour que les personnes filmées à leur insu ne se rendent pas compte. Et c'est ça qui a permis d'obtenir la vérité de la part de gens qui ne voulaient pas la donner. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que ça, là, on ressent vraiment cette idée de traque, la traque de la vérité, parce que on peut, moi je n'en ai pas, hein, mais on peut avoir dire oui, mais obtenir la vérité à tout prix, etc. Mais oui, moi je vous donne mon avis. Oui, il faut apprendre à tromper les trompeurs, parce qu'un nazi va pas vous dire qu'il a fait ce qu'il a fait si vous lui demandez s'il y a une caméra en face de lui. Donc voilà, c'est une position de morale et ça je vais pas rentrer là-dedans. Mais moi je pense que Lanzmann, grâce à cette invention de Boviala, a vraiment fait quelque chose qui est le créateur des caméras à tonnes pour ceux qui savent, qui connaissent ce milieu-là. Vraiment, ça a permis de. Et moi, mon film, en fait. Le grand risque, comme j'ai des rushs de Shoah, je n'ai pas les 9h30 du montage de Shoah. Ils ne sont pas à disposition. Toutes ces images ne sont pas à disposition. J'ai les 220 heures qui n'ont pas été utilisées. Et le grand risque, comme c'est des images qui ont été tournées pour Shoah, à un moment, c'est de s'installer dans la mécanique, dans la grammaire de Shoah absolument, et presque de reproduire à mon insu quelque chose. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que j'explique aussi la mise en scène de Shoah. Pourquoi je montre Abraham Bomba? C'est pour montrer que Claude Lanzmann met en scène cette interview parce que le témoin n'arrive pas à parler. Tout est trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il loue un salon de coiffure en Israël, à Tel Aviv, et il dit à Abraham Bomba, Abraham, maintenant, coupez les cheveux comme vous les coupiez alors dans les chambres à gaz et que les femmes arrivaient pour être exterminées. Et là, la vérité advient. Il fait la même chose avec Henryk Gawkowski, le chauffeur de locomotive. Pour arriver à lui faire parler, il loue une locomotive au chemin de fer polonais, très cher d'ailleurs, dit-il, et il la met sur les rails pour aller jusqu'à la gare de Treblinka, et les deux personnages rentrent dans une forme telle d'hallucination qu'ils revivent le passé et le vivent au présent. Et là, Henryk Gawkowski, le chauffeur, se retourne comme s'il y avait 60 wagons derrière lui, comme il y avait à l'époque, alors qu'il n'a loué qu'une locomotive et le tender avec le charbon derrière. Et ça, c'est ce que je voulais faire dans mon film, c'était montrer comment on arrive à une œuvre cinématographique. Voilà pourquoi je parlais que mon film est un film sur le cinéma avant tout. Déjà, on peut dire que aujourd'hui, mon film, et j'en suis très fier, va accompagner Shoah puisqu'il va être sorti dans un coffret Blu-ray pour la première fois, accompagnant Shoah et d'autres films de Claude Lanzmann. Donc ça veut dire qu'il a un intérêt également avec ses autres films et avec Shoah. Et c'est vrai que mon film, par sa forme, n'effraie pas. En fait, on rentre dedans assez facilement. Il est plutôt court, même si c'est 94 minutes. Et Claude Lanzmann avait fait avec Jean-François Forge, qui est d'ailleurs le conseiller scientifique de ce film, avait édité 6 extraits de Shoah. Ce sont des extraits, en fait. Ce sont pas il n'y a pas eu de remontage, etc., pour que les jeunes puissent aborder ça. Mais même en cours, même 6 extraits de Shoah, je ne sais plus exactement quel est le temps, mais c'est 2-3 heures. Les profs n'ont pas le temps en 2-3 heures d'aborder ce sujet juste en regardant le film. Donc c'est très complexe tout ça. Il y a l'éducation nationale, il y a la transmission, et puis voilà, j'espère que mon film va aider à transmettre, à réfléchir sur l'aujourd'hui aussi. Moi, je dirais que ça peut être un pont vers Shoah, une porte d'entrée pour ceux qui ne savent rien, et pour ceux qui savent, il y aura certainement des grincheux, évidemment, mais je pense avoir respecté, et c'était quand même mon cahier des charges personnel, le travail de Claude Lanzmann. J'espère ne pas l'avoir copié parce que c'était pas le but, même si évidemment il y a des moments qu'on croit reconnaître. Vous savez, un journaliste américain m'a dit quelque chose de très très intéressant. Il m'a dit, c'est drôle, on a l'impression de voir un classique, mais on n'est pas du tout dans un classique en fait. Parce qu'en fait, il y a ça, il y a quelque chose de fort. Donc je pense que je peux m'adresser à tout le monde, les exégètes, je l'espère, et les néophytes, mais aussi le grand public. Et j'espère rendre surtout hommage au film et au travail de Claude Lanzmann et à Claude Lanzmann. Ich kenne Ihr Institut nicht. Ils ont pérennisé le
ngai ho ia ko na tiu, ni prena dokumentari.